Hello! Aujourd'hui, on est sur une vidéo qui change totalement et on va se poser une question. Est-ce que le luxe est en train de changer? Le marché du luxe qu'on connaît actuellement est vraiment en train de changer. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais du coup, on va faire une petite analyse ensemble. Et LVMH vient du coup de confirmer avec ses résultats de 2025. Alors, est-ce qu'on est sur une réinitialisation complète du luxe comme certains analystes le disent, ou alors sur toute autre chose, ou est-ce qu'on est sur la fin du luxe? On va bien analyser ça ensemble et en tout cas, vous me direz aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On va dans cette vidéo un peu regarder ce que LVMH a annoncé pour 2026 et analyser du coup ces points, ce que ça va signifier pour le marché du sac, ce que ça va signifier pour le marché du bijou, etc. Et surtout ce que ça va signifier pour nous consommateurs du luxe au final. On va découper ça en plusieurs parties. Donc la partie 1, ça va être les chiffres LVMH de 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? LVMH, tout le monde le sait, c'est c'est le plus gros groupe de luxe au monde. Et ils ont terminé l'année 2025 avec 80,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est énorme, mais qui représente tout de même un recul de 5% par rapport à l'année dernière. Donc, luxe en général, LVMH, c'est un groupe énorme, je vous laisserai aller voir, mais ils ont énormément. Ils n'ont pas que des marques de luxe, enfin, ils se tournent quand même dans le secteur du luxe, mais ils n'ont pas, par exemple, que du sac ou du prêt-à-porter. Vous avez des parfums, vous avez énormément de choses, vous avez aussi de l'événementiel, de l'hôtellerie, du tourisme, etc. Enfin, allez voir vraiment, je trouve ça hyper intéressant de voir le portefeuille marque de chez LVMH. Et seulement, du coup, sur les chiffres, moins 1% de croissance organique, ce qui est au final pas si énorme que ça. Bon, avec des chiffres pareils, ça peut faire beaucoup, mais c'est pas si mauvais. Et le bénéfice aussi net de la maison, donc après charges, etc., donc ce qu'ils vont empoché avant imposition, on est à 10,9 milliards sur les 80 milliards. Au final, leur marge n'est pas si énorme que ça. Ils ont quand même beaucoup de charges, notamment les boutiques, la production, le marketing qui leur coûte extrêmement cher. Mais effectivement, en termes de chiffres, ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais du coup, c'est quand même, par rapport à l'année dernière, au niveau du bénéfice, une chute de 13%. Donc, qu'est-ce qui va expliquer ça? Peut-être certains investissements, mais aussi peut-être un recul sur certains secteurs du luxe. Au niveau, donc une fois qu'on a posé les bases au niveau des chiffres, bon, le rapport est beaucoup plus complet. Je vous préviens, je vais pas vous donner 1 milliard de chiffres. On n'est pas là pour ça. On est surtout pour comprendre un peu et analyser sur qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Mais du coup, en partie 2, je vais vous parler un peu, on va analyser les signaux de changement de phase parce que la mode et surtout l'économie, ça va, ça vient. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et notamment ces dernières années, l'économie n'a pas été au beau fixe. Je pense que tout le monde peut le dire et le confirmer. Alors, est-ce qu'on parle de crise dans le monde du luxe? Pas vraiment. Il y en a beaucoup qui disent ah là là, c'est la crise dans le monde du luxe. Je suis pas d'accord. Il y a des secteurs qui se portent extrêmement bien, il y a des secteurs un peu moins bien. Si réellement on était sur une crise du secteur du luxe en général, tout serait en chute libre. Je trouve que c'est plutôt un ralentissement structurel, un petit ralentissement sur certains secteurs, notamment le sac à main, qui peut aussi parfois s'expliquer par l'augmentation drastique et régulière des prix chez certaines maisons qui font que forcément il y a un peu moins d'acheteurs en direct dans les boutiques et peut-être le marché de la seconde main aussi qui prend le pas, qui augmente chaque année. Et ça aussi c'est intéressant de voir et de corréler du coup ces informations sur le fait que la seconde main, elle prend du marché, des parts de marché parce que forcément on y trouve des prix plus intéressants, des modèles qui n'existent plus et ça peut jouer effectivement dans la balance de certaines personnes qui avaient l'habitude d'acheter en boutique et qui maintenant se tournent un peu plus vers la seconde main parce que les prix deviennent très compliqués. Là où il y a connu un recul effectivement, c'est sur la fashion et tout ce qui est cuir, maroquinerie, donc notamment avec Louis Vuitton, Dior, etc. Là, on a un recul, enfin une baisse d'à peu près 5%. Environ. Par contre, il y a des secteurs d'activité, notamment la bijouterie, enfin la haute joaillerie et le retail type Sephora, parce que Sephora fait partie du groupe LVMH pour ceux qui ne savaient pas. Là, on voit une progression au contraire sur ces marchés-là. Donc, on voit que certains secteurs fleurissent plutôt que d'autres. Donc, c'est vrai que depuis quelques années, on voit très bien énormément de marques fleurir sur le marché de la beauté et donc ça passe par chez Sephora. On voit un peu Sephora de partout. La montre et la joaillerie, c'est vrai qu'on revient sur le devant de la scène, notamment avec pas mal de maisons qui ressortent de nouvelles collections. On voit des maisons autres que forcément LVMH, mais il y a beaucoup de maisons type Cartier qui ressortent beaucoup de bijoux, qui se remodernisent un peu. On voit la baignoire, on voit des montres un peu de partout et notamment sur le côté féminin, sur le marché féminin. Rolex, c'est un peu cassé la figure. Alors là, je parle pas que du groupe LVMH, hein, je parle en général.
général. Rolex s'est un peu cassé la figure, ce qui a ouvert des portes à d'autres maisons. Le marché de la montre n'est plus aussi florissant qu'il y a une certaine période pour acheter et revendre, mais par contre, de nombreuses personnes s'y intéressent, notamment chez d'autres maisons qui sont un peu plus discrètes, mais qui vont être des montres qui sont très haut de gamme, dans les 100, 200, 300, 400 000 euros. C'est ce que viennent chercher certains acheteurs et acheteuses, ne pas l'oublier. Mais on revient un petit peu aux bijoux, à la joaillerie, à la haute joaillerie. On en voit de plus en plus, c'est vrai, dans les tendances du moins. Donc c'est pas du tout une chute généralisée et donc je n'appellerais pas ça une crise, mais plutôt une réorganisation. Et ça passe aussi par qu'est-ce qu'on a envie de consommer et qu'est-ce qu'on veut consommer. Alors, on n'est pas forcément toutes et tous concernés par certains des secteurs, forcément, parce que aller acheter de la haute joaillerie vs acheter un sac chez Louis Vuitton à 1000 euros, on n'est pas tous concernés, ça c'est sûr, je vais pas vous mentir. Mais du coup, c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui baisse. Ça donne un peu la tendance au final des années à venir. Au niveau d'une autre partie que je voudrais parler, c'est où se trouve la demande concrètement en 2025 et 2026. Donc, on le sait de toute manière qu'il y a des régions et des pays, des continents qui réagissent complètement différemment, qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes de consommation. L'économie d'un pays à un autre n'est absolument pas la même, surtout d'un continent à l'autre. L'économie des US vs l'Europe vs l'Asie, par exemple, vs l'Afrique, on n'est pas du tout sur les mêmes des chiffres et c'est normal. Par exemple, aux États-Unis, le marché il reste ultra solide et ça peut s'expliquer par un plus fort budget au quotidien, notamment au niveau du luxe. Et le luxe est très consommé aux États-Unis, la consommation est très poussée aux États-Unis, tandis qu'en Europe, depuis quelques années, on a tendance à faire un peu plus attention, à plus économiser. Et il y a pas mal de rapports qui sont sortis, notamment par la Banque de France et la Banque européenne, les banques européennes, qui nous annoncent que en France, nous n'avons jamais autant économisé, épargné sur les comptes bancaires. Donc ça prouve aussi qu'on est en mode qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce on va se faire manger, et du coup les gens dépensent un peu moins. Et ça peut s'expliquer quand même parce que effectivement on a depuis quelques petites années des énormes problèmes géopolitiques, d'énormes problèmes économiques, de société aussi, bien évidemment, et donc ça fait peur à pas mal de personnes, notamment les forts budgets qui ont tendance d'habitude à beaucoup dépenser. Et là, c'est un peu moins le cas. En Asie, depuis le Covid, il y a eu une énorme baisse sur les ventes en Asie. Parce que forcément, avec le Covid, ça a été un peu impactant. Mais ça y est, ça remonte, ça devient un peu plus stable hors Japon, parce que le Japon, c'est encore particulier. Mais du coup, notamment la Chine, tous les pays, la Corée, etc., ça remonte en Asie en général. Et ça prouve aussi que ça prouve aussi que l'économie remonte rapidement dans ces pays. Ils ont été très fortement touchés, il faut le rappeler, pendant le Covid, et là, ça remonte fort, et apparemment, ça se sent, et je pense qu'on peut le voir aussi, nous, je sais pas vous, mais à Barcelone, ça y est, on revoit beaucoup plus de personnes de culture asiatique qui redébarquent à Barcelone, et c'est cool parce que le tourisme redémarre, et je ne sais pas si c'est la même chose, par exemple, à Paris, il y avait beaucoup, notamment aux Galeries Lafayette, du coup, de personnes asiatiques qui venaient directement de Chine, de Corée, du Japon, etc., faire leur shopping, et je pense que ça a beaucoup manqué après Covid, et là, ça y est, c'est reparti, j'ai l'impression. Donc ça, c'est cool aussi, ça fait plaisir pour, en tout cas, l'économie. Mais là, on parle surtout de l'économie directement dans ces pays-là. Par contre, au Japon et en Europe, la demande est plus faible. Voilà. Donc au Japon, je ne pourrais pas je ne connais pas assez la géopolitique, le pays, etc. Donc je ne pourrais pas dire le pourquoi du comment. Peut-être une économie un peu instable, etc. Notamment avec ce qui se passe dans les pays d'Asie. Mais en tout cas, en Europe, effectivement, c'est beaucoup plus faible. Voilà, ça diminue, ça descend. Et il y a énormément de facteurs et je pense qu'on est tous au courant du pourquoi, du comment. Mais c'est intéressant de voir que c'est pas parce qu'en Europe ça s'affaiblit que dans d'autres régions et dans d'autres pays ça ne s'affaiblit pas, au contraire. Et donc ça montre aussi un fort point que je parlais déjà un petit peu avant, c'est que c'est pas parce qu'il y a une région qui diminue que l'autre ne va pas augmenter, et ça prouve aussi que ça dépend vraiment de la consommation réelle du pays, de ce qui s'y passe en termes d'économie, en termes de politique, de sécurité, etc., etc. C'est hyper important et ça joue énormément sur le consommateur final, parce que forcément, si on a un pays où, je sais pas, on se sent en insécurité politique parce que ça bouge beaucoup, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe, parce que on nous met un peu une terreur au quotidien, forcément, les gens vont moins dépenser et vont garder leur argent parce que ils se disent j'ai besoin d'un au cas où, et c'est totalement normal. Et il y a des phases comme ça monte et ça descend, cette espèce de mini crise comme ça. On n'a pas encore été touché d'une très très forte crise comme ça l'a été en 2008. Est-ce que il y en a beaucoup qui l'annoncent comme venant bientôt et qui devait déjà venir depuis longtemps? On verra. Mais en tout cas, effectivement, sur le secteur du luxe en Europe, ça diminue. Et là, je parle des chiffres en boutique, je te parle pas de la seconde main ou quoi que ce soit. Autre chose qui est intéressant, donc on en a rapidement parlé dans la partie 2, je crois, c'est au niveau des
catégories de produits qui montent et d'autres qui descendent, donc qui sont plus recherchés que d'autres en boutique. Donc montres, joaillerie et beauté sont des catégories qui explosent en ce moment, je dirais. Et tandis que tout ce qui est sacs et accessoires de luxe diminue un petit peu, notamment en Europe. Hein. Vraiment, c'est qu'en Europe. Ce qui peut expliquer que les personnes continuent à dépenser un peu quand même, mais ils vont être beaucoup plus sélectifs et ils vont être beaucoup plus piqués et se dire: «OK, je vais investir», plutôt que d'acheter quelque chose, régulièrement et de manière, confortable. Parce que oui, les sacs coûtent beaucoup moins cher que des montres et des bijoux ou de joaillerie. Par exemple, une belle montre de joaillerie, haute joaillerie, hein, ça peut coûter entre 50 et 200-300 000 €. Un sac de luxe, vous pouvez en avoir à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €. Bon, Hermès à 10 000, mais vous pouvez quand même vous offrir beaucoup plus de sacs que de bijoux, de montres et beaucoup de personnes, voient ça comme un réel investissement. Je rappelle que cette année, depuis quelques années, le prix de l'or a explosé, le cours de l'or, ce qui peut aussi jouer sur certaines personnes qui vont acheter des bijoux en or, des montres en or, du diamant. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez revendre «facilement» entre guillemets et qui ont une réelle valeur marchande, tandis qu'un sac peut chuter, rapidement parce qu'il n'y a pas de matériaux, je dirais, sympas type or, argent. L'argent aussi a explosé, hein, cette année, enfin 2025-2026. Et forcément le diamant et cetera, ça peut se revendre quand même plus facilement, si jamais il y a un petit pépin et qu'il faut vendre vite, même si le sac se vend assez rapidement sur le marché de la seconde main, mais vous allez quand même parfois moins y gagner, même si le bijou, forcément, une montre Cartier à 100 000, vous n'allez pas la revendre 100 000 €. Mais vous avez quand même une espèce de valeur investissement qui rassure. Et c'est vrai, les bijoux et les montres sont un peu plus intemporels que des sacs qui peuvent être un peu plus saisonniers, un peu plus mode et tendance. C'est ce que je répète souvent, mais ça dépend. Donc, la nouvelle stratégie de LVMH. Bernard Arnault a parlé. Et cette année, ils ont insisté sur quelques points qui vont améliorer l'expérience client. Mais ça se voit un petit peu de plus dans leur boutique. Ils insistent plus sur tout ce qui est café. Il y a eu pas mal de boutiques un peu pop-up et test où il y a des cafés, où il y a beaucoup plus de personnel, où il y a vraiment, on insiste sur l'expérience client. Ils avaient voulu ouvrir un hôtel. Enfin, voilà, on n'est plus sur juste de la vente, on est vraiment sur une expérience du luxe qui va englober et qui va donner envie d'aller dans toutes les petites marques du groupe, au final, enfin petites, vous avez compris. Il a annoncé qu'il y aurait une lutte plus importante contre le vol et la contrefaçon. Donc ça, je trouve que c'est un très très bon point. Ils ont déjà démarré notamment avec les nouveaux codes à l'intérieur, les puces RFID qui permettent de tracer un peu plus. Donc ça, c'est cool. Il y a uniquement ceux qui sont en boutique avec leur petit téléphone qui peuvent scanner et avoir l'information complète. Vous pouvez le scanner à la maison, vous verrez si oui ou non il y a une puce, ça c'est sûr, mais vous n'aurez pas l'information de à qui appartient le sac, qui l'a acheté, etc. Et s'il a été rénové, réparé, blablabla. Si le sac, bien sûr, a été revendu en seconde main entre-temps, vous n'aurez pas l'information de qui l'a acheté en seconde main. Il n'y a pas vraiment actuellement d'outils qui permettent de le faire. Il y en a, mais il faudrait que chaque personne qui a acheté s'inscrive sur le site et mette qu'elles l'ont acheté, qu'elles l'ont vendu, etc. pour un peu avoir le pédigré de chaque pièce. C'est intéressant, mais pour l'instant, c'est pas assez développé. On voit aussi qu'ils cherchent à mettre l'accent sur la qualité et la créativité. J'insisterai plus sur la créativité que la qualité, qui je trouve par exemple chez certains marques a légèrement baissé. En tout cas sur les matériaux et pas sur la qualité du service qui je trouve est de mieux en mieux. Mais la créativité, écoutez, je suis d'accord, ils ont commencé direct avec Pharrell Williams notamment chez Louis Vuitton, mais d'autres maisons aussi. Et je trouve qu'ils remettent vraiment au cœur la créativité, le fun, l'expérience et tout ce qu'on aime autour du luxe et moins sur la quantité et le vendre. Et ça se remarque notamment avec une hausse des prix sur pas mal de modèles et aussi le monogramme qui rend du coup certaines maisons, notamment Louis Vuitton, moins accessibles. Tiffany, pareil, ils ont des boutiques de folie. Ils vont continuer à ouvrir des boutiques assez incroyables. C'est vraiment ce qu'ils tendent à vouloir. Pareil, les boutiques Louis Vuitton, Tiffany, etc. à Shanghai sont juste exceptionnelles. En Asie, ils ont vraiment des boutiques dingues. La boutique aussi à New York, voilà. Barcelone, là, ils sont en train de refaire tout le bâtiment où il y avait la boutique. Donc, ils déménagent, là, ça y est, demain d'ailleurs. Je vais essayer d'aller voir le nouveau bâtiment, qui est un bâtiment d'entre-deux. Et ils vont redéménager dans les locaux où ils étaient, mais tout le bâtiment sera à eux. Et apparemment, ils vont implémenter un café, etc. Donc, ça prouve aussi ce côté insister sur l'expérience client, café, on se pose, on prend du temps. Mais c'est aussi très stratégique et très intelligent pour avoir une attache émotionnelle à la marque. C'est quelque chose qu'ils ont toujours développé, je trouve, notamment chez Louis Vuitton, parce qu'ils ont on a beau les critiquer parce qu'ils ont ces produits d'appel, monogrammes, etc., qui déplaisent à beaucoup et que certains adorent et bien sûr, et j'en suis très contente aussi, notamment, moi j'ai commencé, mon premier sac de luxe, c'était un Louis Vuitton en seconde main. Mon deuxième était un sac Louis Vuitton neuf. Et depuis, j'ai cet attachement émotionnel à la marque, à la maison Louis Vuitton, parce que je trouve qu'ils en font pour tous les goûts.
pour tous les budgets. Vous avez des sacs à 1 000 €, bon, de moins en moins, mais vous avez aussi des sacs exceptionnels, en cuir exceptionnel, à 10, 15, 20 000. Ils ont des montres à 100, 200 000, mais des choses mais incroyables, faites en Suisse, notamment la Fabrique du Temps. Enfin, franchement, renseignez-vous parce que c'est vraiment sous-coté niveau public, mais quand on connaît un peu, c'est waouh. Et on a un conseiller qui nous a vraiment expliqué, fait un cours un petit peu dessus. Et j'avoue que je connaissais moins parce que je suis moins montre. Et j'ai trouvé ça super, super intéressant. C'est des choses qu'on voit un peu moins et qu'on connaît moins de Louis Vuitton. Voilà, ils ont vraiment tout un univers que je trouve super intéressant. Ils essaient de moderniser la marque tout en gardant aussi l'ADN profond de la marque. Et moi, je trouve ça super clever qu'on adhère ou pas. Je connais certaines personnes qui détestent maintenant Louis Vuitton, qui ne comprennent pas cette nouvelle DA. Moi, je trouve que c'est bien. Il faut aussi évoluer avec son temps. Et je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer là-dessus. Et je pense qu'ils le jouent bien. Voilà. Après, c'est mon avis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Forcément, il y a des choses que j'aime pas du tout et d'autres que j'adore. C'est pas pour autant que je déteste la maison. Donc, qu'est-ce que ça va signifier pour nous, petits consommateurs final? Les sacs certains modèles vont commencer à stagner. Il va y avoir, je pense, un vrai changement cette année ou dans les années à venir sur la demande. Il y a des modèles classiques qui vont toujours garder un peu leur demande, mais certains, je pense, ça va stagner, notamment chez Hermès. Voilà. On parle pas de LVMH, mais je pense que réellement, déjà, en 2025, je trouve qu'il y a le marché qui commence à se stagner. Donc, c'est intéressant et je pense que c'est un bon moment pour acheter. Je ne pense pas que ça va chuter, mais Hermès, par exemple, continue d'augmenter leur prix et le marché de la seconde main ne continue pas à augmenter autant. Je pense que réellement, sur certains modèles, il y aura plus une énorme différence de prix, ce qui fait que, en fait, le marché risque de stagner. J'ai hâte de voir, en fait. J'ai du mal à analyser cette partie-là, mais je pense que ça va être très intéressant. On voit quand même que les achats un peu one shot, tendance, coup de cœur sont un peu moins soutenus. Il y en a beaucoup moins, les gens réfléchissent un peu plus. Donc les clientes et les clients vont chercher l'émotion, le réfléchir sur est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que je vais pouvoir le revendre facilement. On voit qu'il y a un réel attrait pour cette partie-là, je trouve en tout cas. Moi, on me demande souvent est-ce que je fais bien d'acheter ça, est-ce que c'est un bon investissement? Tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous cherchez à faire du chiffre, je suis pas sûre qu'aujourd'hui acheter en boutique ça vaille le coup, c'est même sûr. En seconde main, ça dépend des modèles, bien évidemment, il faut attendre quelques années. Souvent, on peut pas acheter pour revendre de suite, à moins de faire des sacrés coups, et ça existe. Mais je pense qu'il faut aussi parler d'investissement porté et utilisation. Pour moi, c'est important parce qu'à la base, acheter de la maroquinerie, c'est un plaisir, c'est une passion et c'est fait pour être porté. Et on peut aussi être collectionneur. Voilà, il y en a qui adorent collectionner et ne pas forcément porter. Tout dépend un peu de ce que vous recherchez. C'est toujours très tricky de parler d'investissement, je trouve en tout cas, même si bon, il y a des sacs, c'est forcément un bel investissement, ça c'est sûr. Donc on va parler aussi des bijoux et des montres qui vont être plutôt des investissements patrimoniaux et moins des achats compulsifs comme peuvent l'être plutôt les sacs. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, hein. Mais c'est vrai que l'achat de joaillerie, donc de bijoux de très 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 haut de gamme, très luxe, et les montres, c'est vraiment une valeur patrimoniale un peu plus qu'un sac, on va dire. Mais après, ça dépend, parce que moi, je considère que mon patrimoine, c'est aussi les sacs, mais ça dépend ce que vous achetez et comment vous l'achetez. Donc en conclusion, non, le luxe n'est absolument pas mort, les sacs ne sont pas morts, mais il y a actuellement une réorganisation, et nous, on peut le sentir sur le marché de la seconde main, même si là, je vous parlais vraiment de plutôt côté boutique, retail, et moins côté seconde main, parce que la seconde main, ça continue à augmenter, ça continue à exploser, même si sur certains marchés et secteurs, ça ralentit très légèrement en fonction de ce qui se passe dans chaque pays, chaque continent, etc. Parce que forcément, l'économie d'un pays va jouer sur le modèle sur la consommation de chacun et de chacune, ce qui est totalement naturel. Après, ça peut être très intéressant dans quelques années. Du coup, on va plutôt partir sur des modèles de moins de quantité, mais plus de désirabilité, des collections plus exclusives. Ça peut être très intéressant. Après, du coup, ça peut se reporter sur le marché de la seconde main, et ça, je trouve très, très, très intéressant. On verra ce que ça donne. Du coup, dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous consommez le luxe? Est-ce que déjà, vous allez plutôt en boutique ou en seconde main? Et qu'est-ce que vous pensez de cette modification? Est-ce que vous arrivez à faire une introspection sur vous, comment vous consommez maintenant versus peut-être il y a 5 ans, avant Covid? Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation? Très intéressant de savoir, donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous le vivez, comment vous vivez ce changement, ces nouvelles stratégies, ces nouveaux type de chemin pris par certaines maisons. Là, je trouve qu'il y a un vrai gros changement, que ça soit en termes de créativité, de stratégie, de prix, de consommation aussi, de consommateur finaux, pardon. Et je trouve que c'est très intéressant. Bref, voilà. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas. C'est une vidéo qui change un petit peu. D'ailleurs, je suis très blanche sur la vidéo, bon, c'est pas grave. Mais du coup, je voulais faire cette vidéo parce que je trouvais ça hyper intéressant par rapport au rapport qui est sorti de chez LVMH. Et je pense que ça va vraiment donner le ton à partir de 2026 là, sur qu'est-ce qui va réellement se passer.
et ça va être intéressant de le suivre. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Chaque dimanche, une vidéo à 10h45. Si j'ai le temps de le sortir à ce moment-là. Dans tous les cas, tous les dimanches, vous avez une vidéo. Donc, je vous retrouve dimanche prochain.